Il arrive un moment dans la vie de chacun où l'on réalise que l'on n'a été qu'un invité dans sa propre existence. Peut-être que c'est lorsque votre opinion est écartée lors d'une réunion pour laquelle vous vous êtes préparé toute la semaine. Peut-être que c'est quand quelqu'un lance une remarque cinglante sur vos choix et s'attend à ce que vous en riez. Ou peut-être est-ce ce sentiment d'abattement quand vous vous surprenez à vous excuser d'occuper un espace qui vous revient de plein droit. La vérité, c'est que si vous vous demandez pourquoi certaines personnes semblent vous marcher sur les pieds tout en traitant les autres avec respect, la réponse pourrait être plus inconfortable que vous ne le pensez. Votre vie fonctionne comme un club privé, et pour l'instant, vous laissez n'importe qui franchir la porte d'entrée, salir votre tapis de boue et se servir à sa guise. L'inconfortable vérité, c'est que les gens vous traitent exactement comme vous leur permettez de le faire. Et si vous acceptez le manque de respect avec le sourire, cela change aujourd'hui. Ce que vous allez découvrir n'a rien à voir avec devenir méchant ou agressif. Il ne s'agit pas de brûler des ponts ou de créer du drame. Au contraire, vous allez apprendre 5 stratégies psychologiques qui communiquent silencieusement mais puissamment votre valeur, sans que vous ayez à prononcer un seul mot défensif. Ces techniques fonctionnent parce qu'elles exploitent un aspect du comportement humain que la plupart ignorent. Et à la fin, vous disposerez d'une boîte à outils qui transformera la façon dont les autres interagissent avec vous. La première stratégie peut sembler presque trop simple, mais elle est dévastatrice lorsqu'elle est appliquée correctement. La plupart des gens n'ont jamais expérimenté ce qui se passe quand quelqu'un maîtrise véritablement le pouvoir du silence associé à un regard inébranlable. Quand on vous manque de respect, votre instinct naturel est de répondre immédiatement, de vous défendre, d'expliquer pourquoi ils ont tort. Mais voici ce sur quoi comptent les personnes irrespectueuses. Elles veulent votre réaction émotionnelle parce que c'est là qu'elles tirent leur pouvoir. Au lieu de cela, essayez ceci. La prochaine fois que quelqu'un vous interrompt ou lance une remarque sarcastique, ne dites rien. Regardez-le simplement. Pas un regard noir, pas un regard furieux. Juste un regard calme et soutenu d'environ 5 secondes. Cela peut sembler insignifiant, mais ces 5 secondes créent un phénomène psychologique que la plupart n'ont jamais vécu. La personne qui vient de vous manquer de respect devient soudainement très consciente de ce qu'elle vient de faire et, plus importante encore, réalise que ses tactiques habituelles ne fonctionnent plus. J'ai découvert la puissance de cette technique durant une période particulièrement difficile au travail. Un collègue avait fait de l'interruption son geste signature. À chaque réunion, à chaque conversation, il coupait la parole en plein milieu de la phrase et balayant les idées des autres. J'avais vu cela se produire à de nombreuses reprises. Et lorsque cela m'est finalement arrivé, au lieu de me battre pour obtenir mon temps de parole comme tout le monde, je me suis simplement tu et je l'ai regardé. La pièce est devenue silencieuse. Il a continué à parler peut-être 3 mots de plus avant de remarquer mon expression. Et alors quelque chose de remarquable s'est produit. Il a trébuché, perdu le fil de sa pensée, et a vraiment dit « Désolé, vous disiez ?» Pour la première fois en des mois, quelqu'un avait réussi à corriger son comportement sans un seul mot de confrontation. Plus important encore, il ne m'a plus jamais interrompu. Et j'ai remarqué qu'il devenait lui aussi plus prudent avant d'interrompre les autres. Cela fonctionne parce que le comportement irrespectueux prospère dans le chaos et la réaction émotionnelle. Quand vous enlevez ces 2 éléments, le comportement n'a plus de point d'ancrage. Votre regard calme devient un miroir, les forçant à voir leur propre impolitesse renvoyée par vous. Vous ne leur fournissez pas le drame qu'ils recherchent, et vous ne leur donnez certainement pas la satisfaction de vous voir troublés ou sur la défensive. Le principe psychologique à l'œuvre ici s'appelle la pression sociale par la prise de conscience. La plupart des comportements irrespectueux sont automatiques, sans réflexion consciente. Mais quand vous créez un instant de conscience grâce à votre réponse silencieuse, vous appuyez pratiquement sur le bouton « Pause » de leur impolitesse en pilotage automatique. Ils doivent affronter ce qu'ils viennent de faire. Et la plupart des gens, quand ils sont contraints de réellement se regarder dans ce miroir, n'aiment pas ce qu'ils y voient. Cette technique renforce aussi quelque chose de crucial dans votre propre état d'esprit. Chaque fois que vous choisissez le regard silencieux, plutôt qu'une réaction émotionnelle immédiate, vous vous rappelez que vous n'êtes redevable à personne d'une réponse instantanée. Vous avez le pouvoir de créer un espace entre leur manque de respect et votre réaction. Et dans cet espace, vous préservez votre dignité et votre équilibre émotionnel.
Fort de ce fondement de silence stratégique, il existe un moyen encore plus puissant d'utiliser l'absence de mots à votre avantage. Le silence total, utilisé au bon moment, peut être plus dévastateur pour le comportement irrespectueux que la réplique la plus brillante que vous puissiez imaginer. Il ne s'agit pas de faire la tête de manière mesquine. Il s'agit de reconnaître que certaines remarques sont si absurdes, si manifestement conçues pour vous provoquer, qu'elles ne méritent pas la dignité d'une réponse. Pensez à la personne qui lance des remarques cinglantes déguisées en plaisanterie. Vous la connaissez. Elle dit quelque chose qui pique. Et quand elle voit votre visage se figer, elle ajoute vite « Je plaisante, on ne sait plus rire de tout ». Ce schéma fonctionne parce que la plupart des gens se sentent obligés soit de rire, soit de se défendre. Et dans les deux cas, ils donnent au plaisantin exactement ce qu'il veut. Mais que se passe-t-il quand vous ne faites ni l'un ni l'autre? À la place, j'ai haussé légèrement un sourcil et je suis resté parfaitement silencieux. Le silence s'est étiré ce qui a semblé une éternité, mais qui ne devait pas excéder 10 secondes. Il a tenté de combler le vide en expliquant sa blague, puis en empirant son cas en affirmant qu'il n'avait rien voulu dire. Le plus beau dans ce moment, c'était de voir les autres convives prendre conscience de ce qui venait de se passer. Mon silence avait dévoilé sa remarque pour ce qu'elle était vraiment. Non pas une plaisanterie innocente, mais une tentative délibérée de rabaisser quelqu'un. Il n'a plus jamais tenté ce petit jeu avec moi, et j'ai remarqué que les autres membres du groupe devenaient eux aussi moins tolérants à son humour. Le silence fonctionne dans ces situations parce qu'il refuse de participer au jeu. Quand quelqu'un lance une remarque irrespectueuse sous couvert d'humour, il s'attend à ce que vous jouiez le jeu ou que vous vous défendiez. Les deux réponses lui donnent la preuve sociale que son comportement est acceptable. Mais le silence crée un vide gênant qui force tous les présents à examiner vraiment ce qui vient d'être dit. C'est comme allumer les grands projecteurs dans une pièce où quelqu'un essaie d'agir dans l'ombre. Cette technique préserve aussi votre énergie mentale et émotionnelle d'une façon qu'aucune dispute ne pourrait. Chaque fois que vous répondez à une remarque provocatrice, vous dépensez vos ressources précieuses sur leur dysfonctionnement. Vous leur permettez de dicter comment vous dépensez votre énergie émotionnelle et vous entraînez votre cerveau à être toujours prêt pour le combat. Mais quand vous choisissez le silence, vous affirmez en fait votre dysfonction n'en vaut pas la peine. Et vous conservez cette énergie pour ceux qui comptent vraiment pour vous. La stratégie du silence vous enseigne aussi quelque chose de profond sur vous-même. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas à défendre chaque choix, expliquer chaque décision ou justifier chaque aspect de votre vie auprès de personnes qui ne cherchent pas réellement à vous comprendre. Cette prise de conscience mène naturellement à la prochaine frontière cruciale. Apprendre quand cesser totalement de vous expliquer. Il se passe une chose étrange quand vous faites des choix qui ne rentrent pas dans la zone de confort des autres. Soudain, tout le monde se transforme en journaliste d'investigation, posant des questions pointues sur vos décisions, comme si votre vie était un procès et qu'il fallait rendre un verdict. Les questions arrivent déguisées en soucis ou en curiosité. Mais sous cette apparence, il y a souvent le besoin de comprendre vos choix pour juger s'ils approuvent ou non. L'épuisant, c'est que beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à croire qu'on doit à tout prix fournir ces explications détaillées. Voici ce que j'ai appris à mes dépens, en m'épuisant à m'expliquer. La plupart de ceux qui exigent des explications sur vos choix ne cherchent pas vraiment à vous comprendre. Ils veulent confirmer que leurs choix à eux sont justes, ou recueillir des munitions pour vous convaincre que les vôtres sont mauvais. Quoi qu'il en soit, vous ne menez pas une conversation sincère sur votre vie. Vous offrez gratuitement une thérapie pour leurs insécurités ou du divertissement pour leur jugement. J'ai appris cette leçon à la dure lorsque j'ai opéré un changement de carrière majeur, quittant un emploi stable en entreprise pour me lancer dans quelque chose de plus créatif et incertain. Les questions sont venues de partout. Les membres de ma famille voulaient en savoir si j'avais bien réfléchi. Les amis demandaient si j'étais en pleine crise. Les collègues interrogeaient mes connaissances financières. Même des connaissances occasionnelles se sentaient en droit d'examiner mon raisonnement, comme si je leur devais un business plan de ma vie. Pendant des mois, j'ai fourni des explications détaillées sur mon processus de réflexion, ma planification financière, mes plans de secours et ma vision à long terme. C'était comme présenter un PowerPoint sur mes choix de vie à quiconque me posait la question. L'épuisant n'était pas seulement la répétition, c'était la réalisation que peu importe la profondeur de mes explications,
Ceux qui désapprouvaient allaient continuer à désapprouver, et ceux qui me soutenaient n'avaient pas besoin de ces explications. La transformation est survenue quand j'ai commencé à répondre à ces questions inquisitrices, par une phrase simple et révolutionnaire par sa brièveté. Parce que je le voulais. Voilà tout. Pas de déconstruction détaillée de mon processus, pas de projection financière, pas de chronologie, juste une reconnaissance calme et confiante que c'était mon choix et ma vie. Les réactions ont été fascinantes. Certains étaient clairement frustrés par le manque de détails à disséquer. D'autres semblaient presque soulagés, comme si ma confiance à ne pas chercher leur approbation leur donnait la permission de cesser de s'inquiéter pour moi. Mais le changement le plus important a été interne. Chaque fois que je donnais cette réponse simple, je me confirmais à moi-même que ma vie n'était pas une démocratie où tout le monde a un vote. Cette approche fonctionne parce qu'elle change complètement la dynamique de la conversation. Quand vous vous étendez en explication, vous vous placez inconsciemment dans la position de chercher une approbation ou une validation. Vous traitez l'autre comme s'il détenait l'autorité sur vos décisions. Mais quand vous répondez brièvement et avec assurance, vous communiquez que, certes, vous partagez volontiers certaines informations, mais que vous n'avez pas besoin de leur permission pour vivre votre vie. Le principe psychologique ici concerne le maintien de votre locus de contrôle interne. Chaque fois que vous vous lancez dans de longues justifications, vous déplacez subtilement votre locus de contrôle vers l'extérieur, rendant les opinions des autres plus importantes que votre propre boussole intérieure. Mais quand vous gardez vos explications succinctes et confiantes, vous renforcez que vos choix émanent de vos valeurs et de vos désirs, non d'un besoin de satisfaire des critiques externes. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais expliquer votre raisonnement à personne. Quand quelqu'un tient véritablement à vous et pose des questions par amour et soutien, partager votre processus peut enrichir votre relation. La clé est d'apprendre à distinguer entre les soins sincères et le jugement déguisé, entre ceux qui veulent comprendre et ceux qui veulent contrôler. Parfois, cependant, la limite la plus puissante que vous pouvez établir n'a rien à voir avec ce que vous dites ou la manière dont vous le dites. Parfois, le geste le plus respectueux envers vous-même est de créer une distance physique et émotionnelle avec ceux qui manquent constamment de respect à vos limites. Il ne s'agit pas d'être cruel ou de couper les ponts de façon dramatique. Il s'agit de reconnaître que tout le monde ne mérite pas un accès permanent à votre vie et que certains ont prouvé par leurs actes qu'ils ne peuvent pas gérer ce privilège. La distance comme outil de frontière fonctionne parce qu'elle vous retire complètement de cette dynamique. Vous n'essayez pas de changer l'autre ou de l'éduquer. Vous vous contentez de reconnaître que certains ne respectent pas les limites. Et plutôt que de vous épuiser à imposer ces limites, vous choisissez de limiter leur accès à vous. J'ai dû apprendre cette leçon avec une amie experte en sous-entendus subtils. Elle ne disait jamais rien d'évidemment cruel ou inacceptable. Elle excellait plutôt dans les remarques qui vous laissaient légèrement abattus sans pouvoir en identifier précisément la raison. Elle faisait des observations sur mon apparence qui, sur le papier, étaient des compliments, mais qui me faisaient me sentir mal dans ma peau. Elle posait des questions sur ma vie sentimentale ou ma carrière qui semblaient attentionnées, mais me laissaient toujours avec le sentiment d'échouer. Pendant des années, j'ai tenté de confronter cette dynamique directement. Je pointais du doigt les remarques qui me blessaient, espérant qu'elle modifie son comportement. Je posais des limites sur les sujets qui déclenchaient son côté compétitif. J'ai même essayé le regard silencieux et les réponses brèves. Mais j'ai réalisé peu à peu que son modèle de manque de respect subtil n'était ni accidentel ni inconscient. C'était une façon constante dont elle se comportait, et mes tentatives de changer la dynamique lui donnaient simplement plus de matière. La solution n'a pas été dramatique ou confrontante. J'ai simplement commencé à créer de la distance. Au lieu de nos cafés hebdomadaires, nous nous voyons une fois par mois. Au lieu de longues conversations téléphoniques, nos échanges sont devenus plus brefs et plus superficiels. Au lieu de partager des détails vulnérables de ma vie, je restreignais la conversation à des sujets légers et généraux. Je ne l'ai pas coupé de ma vie, ni n'ai voulu faire passer un message. J'ai juste réduit progressivement son accès à mon temps et à mon énergie émotionnelle. Le résultat a été immédiat et profond. Sans l'écoulement constant de négativité subtile, je me suis senti plus léger et plus confiant. J'ai eu de l'énergie pour les relations qui réellement m'enrichissent, au lieu de m'épuiser. Et surtout,
J'ai gagné en clarté sur ce que ressent réellement une amitié saine, ce qui m'a permis de reconnaître et d'apprécier les personnes dans ma vie qui me soutiennent et me célèbrent vraiment. Cette expérience m'a appris que votre temps et votre énergie émotionnelle sont des ressources finies, et que vous avez tout à fait le droit de choisir la manière dont vous les dépensez. Tout comme vous ne confieriez pas sans limite votre compte en banque à quelqu'un qui gaspille votre argent, vous n'avez pas à accorder un accès illimité à votre monde émotionnel à quelqu'un qui vous fait constamment vous sentir mal. Établir de la distance ne fait pas de vous une personne insensible ou froide. Cela fait de vous quelqu'un de sage. Vous reconnaissez que certaines amitiés sont saisonnières, destinées à être présentes pour une période et un objectif précis, et non des piliers permanents qui obtiennent un accès illimité, peu importe la manière dont ils vous traitent. Vous donnez aussi l'exemple de frontières saines pour vous-même et pour les autres, montrant que les relations exigent respect mutuel et attention pour perdurer. L'aspect physique de cette frontière est tout aussi important. Votre langage corporel et votre présence communiquent énormément sur votre respect de vous-même, et les personnes enclines au mépris cherchent souvent inconsciemment des signes de vulnérabilité. Quand vous vous tenez avec confiance et dignité, vous envoyez un message clair sur le traitement que vous attendez et méritez. Cela nous amène à la façon la plus visible et immédiate de communiquer votre valeur, votre présence physique et votre attitude. Votre posture, votre regard et votre manière d'occuper l'espace envoient des signaux puissants sur la façon dont vous attendez qu'on vous traite. Les personnes irrespectueuses ciblent souvent celles qui semblent incertaines, pleines d'excuses ou désireuses de plaire. Mais quand vous vous tenez avec assurance, vous devenez une cible moins attirante pour leur dysfonctionnement. Une posture confiante n'est pas synonyme d'agressivité ou de domination. Il s'agit de prendre l'espace qui vous revient et de traverser le monde comme si vous aviez votre place partout où vous allez. Cela signifie vous tenir droit, établir un contact visuel approprié et parler clairement sans vous excuser de votre présence. Cela signifie entrer dans les pièces, comme si vous aviez pleinement le droit d'y être, parce que vous l'avez. J'ai découvert la puissance de cette approche lors d'une période particulièrement éprouvante, où je devais régulièrement interagir avec quelqu'un qui semblait prendre plaisir à mettre les autres mal à l'aise. Il avait le talent de réduire les adultes confiants à de timides excuses par des pics subtils et un langage corporel méprisant. Je l'ai vu transformer des individus sur deux en minaudiers nerveux. Et j'ai compris que son succès reposait entièrement sur le fait de semer le doute. La fois suivante où j'ai dû lui faire face, j'ai pris la décision consciente de maintenir ma confiance physique, quoi qu'il dise. Je me suis tenu droit, j'ai gardé un regard stable et j'ai répondu à ses commentaires par un léger sourire, plus amusé que blessé ou en colère. Lorsqu'il a prononcé une remarque particulièrement cinglante, au lieu de me recroqueviller ou de réagir, j'ai redressé encore davantage ma posture et dit quelque chose de neutre comme « intéressant point de vue », avant de poursuivre ce que j'étais en train de faire. Le changement de dynamique a été remarquable. Ces remarques semblaient rebondir sur moi sans laisser de traces. Et plus important encore, il a semblé se désintéresser de moi une fois qu'il a réalisé que ses tactiques ne produisaient plus l'effet escompté. C'était comme voir un tyran réaliser que sa victime favorite était devenue impénétrable. C'est efficace parce que le langage corporel confiant agit comme une armure psychologique. Quand vous vous comportez avec dignité et assurance, les tentatives des autres de vous diminuer n'ont plus où s'accrocher. Votre posture communique que vous connaissez votre valeur, et cette connaissance vous rend immunisé contre leurs tentatives de vous en convaincre autrement. L'aspect interne est tout aussi crucial que la présentation physique. La posture confiante doit être soutenue par un véritable respect de soi. Sinon, elle ne sert qu'à simuler, et les autres le verront. Cela implique de faire le travail intérieur pour reconnaître votre propre valeur indépendamment des opinions extérieures. Cela implique de vous traiter avec la même bienveillance et le même respect que vous accordez à un bon ami. Cela implique de prendre des décisions en fonction de vos valeurs plutôt que de tenter de plaire à tout le monde. Lorsque vous alliez un respect de soi authentique à une présence physique confiante, vous créez un champ de force puissant qui repousse le manque de respect, tout en attirant ceux qui valorisent la confiance véritable. Vous n'essayez pas d'intimider ou de prouver votre supériorité. Vous existez simplement avec dignité et assurance, et cette confiance tranquille est magnétique pour les personnes saines, tout en étant profondément rebutante pour celles qui préfèrent exploiter l'insécurité.
Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque fois que vous choisissez de vous tenir droit plutôt que de vous recroqueviller, chaque fois que vous maintenez le contact visuel plutôt que de détourner le regard, chaque fois que vous parlez clairement plutôt que de marmonner des excuses, vous consolidez les bases d'un respect de soi qui devient de plus en plus indélogeable. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, il est important de comprendre que ces techniques ne sont pas seulement des outils pour gérer les personnes difficiles, ce sont en réalité des méthodes pour transformer votre relation avec vous-même et votre place dans le monde. Lorsque vous maîtrisez l'art du regard silencieux, le silence stratégique, les explications succinctes, la distance protectrice et la présence confiante, vous ne changez pas seulement la façon dont les autres vous traitent, vous changez la façon dont vous vous percevez. La prise de conscience la plus profonde qui découle de la mise en place de ces frontières est que le respect commence véritablement de l'intérieur. Pendant des années, vous avez peut-être attendu que les autres reconnaissent votre valeur et vous traitent en conséquence. Mais ce que vous avez appris grâce à ces stratégies, c'est que c'est vous qui fixez la norme de la façon dont les autres vous traitent, à travers ce que vous acceptez, ce que vous rejetez et la manière dont vous réagissez au respect comme au manque de respect. Chaque fois que vous choisissez le regard silencieux plutôt qu'une explosion émotionnelle, vous vous affirmez que vous n'avez pas besoin de réagir à chaque provocation. Chaque fois que vous laissez le silence parler pour vous plutôt que de vous défendre contre des absurdités manifestes, vous renforcez que votre paix vaut plus que leur drame. Chaque fois que vous donnez une réponse brève, plutôt que de trop expliquer vos choix, vous affirmez que votre vie vous appartient. Chaque fois que vous créez de la distance avec quelqu'un qui vous manque constamment de respect, vous faites passer votre bien-être avant son confort. Et chaque fois que vous vous tenez avec assurance, malgré la tentative de vous diminuer, vous déclarez que votre valeur n'est pas négociable. Ce ne sont pas simplement des techniques pour gérer des personnes difficiles. Ce sont des pratiques qui construisent un véritable respect de soi et une confiance authentique. Elles fonctionnent parce qu'elles reposent sur la vérité fondamentale. Vous apprenez aux gens comment vous traiter par ce que vous tolérez, ce que vous refusez et la manière dont vous répondez au respect, comme au manque de respect. Le plus beau, quand on maîtrise ces frontières, c'est que cela crée un cercle vertueux dans votre vie. À mesure que vous tolérez moins le manque de respect, vous attirez naturellement des personnes plus respectueuses. À mesure que vous cessez de gaspiller votre énergie sur ceux qui ne vous apprécient pas, vous avez plus d'énergie pour les relations qui vous nourrissent, vraiment. À mesure que votre confiance en votre valeur grandit, vous devenez moins dépendant de la validation externe et plus guidé par votre boussole intérieure. Votre vie est vraiment comme un club privé. Et vous êtes la personne qui décide qui y a accès et à quel degré. Certains gagnent le statut VIP par leur respect constant, leur soutien et leur véritable souci de votre bien-être. D'autres sont tolérés en tant qu'invités occasionnels quand ils se comportent de manière appropriée. Et certains, par leur manque persistant de respect et leur violation de limites, perdent définitivement leur invitation. Il ne s'agit pas d'être dur ou impitoyable. Il s'agit d'être réaliste sur la nature humaine et de protéger votre santé mentale et émotionnelle. Tout le monde n'est pas capable de bien vous traiter, et ce n'est ni votre faute, ni votre responsabilité de les changer. Votre responsabilité est envers vous-même. Créez une vie entourée de personnes qui voient votre valeur et vous traitent en conséquence. Le chemin vers des frontières saines peut sembler difficile au début, surtout si vous avez passé des années à accepter moins que ce que vous méritez. Mais chaque fois que vous mettez en œuvre l'une de ces stratégies, chaque fois que vous choisissez le respect de soi plutôt que le désir de plaire, chaque fois que vous priorisez votre bien-être plutôt que le confort de l'autre, vous construisez une force et une confiance qui s'accumulent avec le temps. Souvenez-vous que le changement ne se fait pas du jour au lendemain et que vous n'avez pas besoin de transformer chaque relation immédiatement. Commencez petit, exercez-vous dans des situations à faibles enjeux et gagnez progressivement en assurance pour utiliser ces techniques quand cela compte vraiment. Faites attention à la différence que vous ressentez lorsque vous réagissez depuis un lieu de respect de soi plutôt que de défense ou de complaisance. Et surtout, observez comment votre relation avec vous-même évolue à mesure que vous devenez votre propre défenseur et protecteur. La personne qui bénéficie le plus de vos limites saines n'est pas l'autre, mais vous. Vous devenant plus confiant, plus serein
et plus authentique à chaque frontière que vous établissez et maintenez. Vous méritez d'être traité avec respect, et vous avez le pouvoir de vous en assurer. Non pas en contrôlant les autres, mais en contrôlant vous-même, vos réactions et vos choix quant à qui mérite un accès à votre temps, votre énergie et votre monde émotionnel. Tenez-vous droit, posez vos limites sans excuse, et regardez votre vie se transformer en ce club privé qu'elle a toujours été destinée à être, rempli de personnes qui apprécient véritablement le privilège de votre présence.